recevons aujourd'hui Cheikh Mbacké Sène, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Qui est Cheikh Mbacké Sène? Cheikh Mbacké Sène, c'est un étudiant de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'UFR LSH et particulièrement à la section de sociologie. Donc, je suis le délégué de l'hébergement d'abord au niveau de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis, mais également je suis le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Voilà en grosso modo ce que je peux vous dire par rapport à mon identité, puisque l'objectif de cet entretien entre dans le cadre de la représentation. Merci beaucoup, M. Sène. Vous avez dit que, d'après ma compréhension personnelle, vous avez parti du particulier quand même pour accéder au général. Maintenant, ce que je voudrais vous demander, c'est par rapport à votre motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir s'engager dans la représentativité étudiante? J'ai toujours pensé qu'il est inadmissible pour une personne, ou bien pour un être humain dans le cadre général, de refuser de s'engager. En lieu et place de laisser aux autres le privilège de diriger, de prendre des décisions à ma place, j'aimerais toujours intégrer les instances de décision, donner mon idée et participer par là au développement de ma localité ou bien au développement et à l'épanouissement de ma communauté. Donc c'est en partie ce qui m'a motivé à intégrer la commission sociale, mais également à intégrer la coordination des étudiants de Saint-Louis. Donc depuis ma première année, je pense, ceux avec qui je suis venu ici, ils le savent, depuis ma première année, j'ai toujours fait partie de ceux qui se sont engagés, en passant également par le M23. J'ai toujours participé à ces mouvements pour faire partie de ceux qui dirigent, ceux qui prennent des décisions, ceux qui s'engagent en tout cas pour défendre l'intérêt d'une communauté qui semblerait subir une injustice. Donc, est-ce que parfois vous ne rencontrez pas des problèmes ou des difficultés? Il y a énormément de problèmes. Naturellement, dans tout engagement, il y aura des gens qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais comme on a l'habitude de le dire, pour un homme, il faut toujours veiller à ne point gémir pour ne point trahir. Quand on s'engage à défendre des intérêts, naturellement, on sera bloqué, soit par des autorités ou également par les personnes pour qui même vous vous battez. Donc c'est naturel et il faut toujours faire avec. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas, à mon niveau, je pense que c'est ce qui fait la promotion de la personne. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est notre capacité à pouvoir dépasser ces obstacles qui montrent aux gens, en réalité, nos compétences. 2012 a été vraiment une année de changement. Nous avons eu un président de la République qui s'appelle M. Macky Sall. Dès son arrivée au pouvoir, il a décidé quand même de réformer le système éducatif. Donc, sur ce, j'aimerais bien vous demander que pensez-vous même des réformes universitaires? Vous savez, c'est toujours un énorme plaisir pour une communauté de savoir que les autorités étatiques pensent à leurs problèmes. Donc, en entendant parler de concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, naturellement, en tant qu'étudiant, on s'attendait à des choses qui puissent améliorer nos conditions d'études et nos conditions sociales. Donc, mais il semblerait que c'est devenu un cadeau empoisonné. Donc, on s'attendait à voir des réformes qui aillent dans le sens de notre vision, de ce que nous voulons en réalité comme changement au niveau du campus social comme au niveau du campus pédagogique. Mais ce à quoi nous nous sommes confrontés, c'est des réformes qui vont en contresens des réelles préoccupations de l'étudiant. Donc, parmi ces réformes, il y avait 78 mesures, 11 décisions qui sont issues du Conseil présidentiel. Mais les problèmes qui ont le plus interpellé les étudiants, c'est la question des bourses, la question des inscriptions, la question de la police universitaire. Donc, ce sont ces trois points, en tout cas, qui intéressent le plus les étudiants. Je vais rebondir sur cette lancée, vu que vous avez même créé une coordination nationale pour lutter contre pour semer une bataille contre les réformes universitaires. Donc, on a dit que finalement, la coordination, finalement, dans la coordination, on a noté une séparation. Qu'est-ce qui explique la séparation? Bon, je vais peut-être parler de la naissance de cette coordination, puisque c'est au lendemain du conseil présidentiel qui s'était tenu au mois d'août, si je ne me trompe, c'était le 14 août 2013, que la coordination des étudiants de Saint-Louis avait voulu faire un point de presse pour donner sa position par rapport aux 11 décisions. Donc, voulant faire cela, comme l'université Gaston Berger de Saint-Louis était en vacances, on n'avait pas le nombre qu'il fallait pour pouvoir le faire. Mais au préalable, on avait rencontré les délégués des autres universités
le 1er juillet 2013 à Thiès, lors d'une rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur. On a exploité les quelques contacts que nous avions et c'est par là que nous avions décidé de tenir un point de presse à l'UCAD. On avait maintenant invité ceux de Thiès, de Ziguinchor, de Bambey et ceux de l'UCAD. Ceux de Ziguinchor étaient absents, mais les étudiants de Bambey, les étudiants de Thiès et les étudiants de Dakar étaient avec nous pour un point de presse. Donc à l'issue de ce point de presse, nous avons senti qu'il y avait une nécessité d'essayer de mettre en place une coordination nationale en vue de combattre les quelques points sur les réformes sur lesquelles nous n'étions pas d'accord avec les autorités. Donc c'est sur ces bases-là que nous avons créé la coordination nationale et nous avons entamé des séries de rencontres. Donc ils sont même venus à Saint-Louis, nous avons tenu des rencontres à Thiès ainsi que des rencontres à Dakar. Donc en quelques parties, nous avions un mouvement d'ensemble. On travaillait ensemble, on retenait des décisions et on veillait à l'application directe de ces décisions sans pour autant tenir en compte les intérêts particuliers des universités de façon singulière. Donc l'éclatement maintenant de cette coordination, c'est lié au fait que à la date du 8 janvier, on a été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et on devait prendre une décision par rapport à notre mouvement d'humeur et par rapport aux nouvelles propositions qui nous ont été faites par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le problème qui s'est posé, d'habitude, avant de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur, nous tenons une rencontre d'harmonisation. Mais ce jour-là, avant de tenir la rencontre d'harmonisation, certains d'entre les délégués des autres universités avaient tenté de constituer un lobby pour nous pousser à signer. Vous voyez, donc ceux des Ziguinchor ne sont pas venus à la rencontre d'harmonisation que nous avions tenue à l'UCAD à 7h du matin. Ils ont passé plus d'une heure de temps au ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui était assez douteux à notre niveau. Lorsque nous sommes venus avec des décisions, nous l'avions exposé au ministre. Étant porte-parole, je lui ai donné la position de la coordination nationale. Il a maintenant dit qu'il n'allait pas revenir sur ces décisions et qu'il n'allait plus négocier. Raison pour laquelle certains d'entre les délégués des autres universités s'étaient sentis menacés et ils ont voulu signer le même jour. Nous nous sommes concertés, après la concertation, nous avons pris un certain nombre de décisions liées à ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Maintenant, lorsqu'on a pris ces décisions, nous l'avons exposé au ministre. Il a imposé à ce qu'on signe le même jour. Maintenant, lorsqu'il l'a imposé, chaque université de façon particulière, en l'occurrence l'université de Ziguinchor et l'université de Thiès, avait voulu signer le même jour, alors qu'on avait retenu des décisions. Et le protocole même qui nous a été lu ce jour-là, c'était inscrit sous mon nom en tant que porte-parole de la coordination nationale. Donc à ce moment-là, nous avions senti que nous n'avions plus les mêmes motivations, il n'y avait plus la même conviction et les intérêts n'étaient pas les mêmes également. Il y avait la présence également de nos autorités et avec la présence de certaines autorités, nous avons vu que certains délégués de certaines universités n'acceptaient pas de donner leur position réelle. Et lorsque le recteur de l'université de Thiès s'est prononcé même, nous avons senti qu'il avait une idée, en tout cas de la position de chaque université particulière. Et ça ne pouvait que sortir de la bouche des représentants. Donc en ce moment-là, le doute s'est installé et on savait pertinemment qu'il n'y avait plus de possibilité pour qu'on puisse continuer à cheminer ensemble. C'est la raison pour laquelle, à l'issue de cette rencontre, nous avons décidé de ne plus faire partie de la coordination nationale, dans la mesure où il y a eu un certain nombre de choses, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails. Donc c'est ce qui explique en partie le fait que nous nous ayons retiré de cette coordination. C'est vrai, M. Chen, vous avez sans doute raison, parce que vous défendez vraiment une cause noble. Mais aussi, on a l'habitude de dire qu'une image vaut une honte. Parce que l'image est tellement complexe, parfois même ça suscite même des interrogations. Donc, sur ce, j'aimerais bien vous demander la vidéo. Sur cette fameuse vidéo-là qui a été publiée sur Internet, où vous vous avez entendu même dire que vous prenez même l'engagement de consulter la page ou bien de convaincre la page de revenir signer. Donc, pourquoi avez-vous changé cet avis en refusant par la suite de signer? Pourquoi j'ai changé d'avis? En réalité, l'université Gaston Berger de Saint-Louis a toujours eu une position assez radicale par rapport à ces réformes. Le pourquoi même nous en étions les dirigeants de la coordination nationale, ça s'explique par un certain nombre de faits. Certains n'ont pas pris les risques que nous avons pris. Mais également, il faut le dire, vous pouvez aujourd'hui le demander au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour les autres rencontres que nous avons tenues, s'il y a une université qui a eu à tenir tête au ministre, c'est bel et bien l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Par rapport à cette vidéo, moi, personnellement, ça me laisse de marbre. En tout cas, ce qui ne m'a pas plu, c'est la compréhension de la communauté. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait une divergence entre la représentation des étudiants de Saint-Louis et les représentés.
À un moment donné, si vous suivez très bien cette vidéo, vous vous rendrez compte que c'est un montage qui a été fait. J'ai également dit à l'Assemblée générale que j'assumais entièrement tout ce qui a été dit, puisque c'est moi qui l'ai dit. Mais tout acte et toute parole extirpée de son contexte perd inéluctablement son sens. Ça peut se comprendre dans la mesure où vous pouvez insulter une personne tout de suite, mais en contextualisant le moment, vous pouvez en arriver à ne pas lui donner un coup. Mais à un moment donné, il peut vous insulter avec la même insulte, vous battez avec lui. Donc c'est le contexte qui diffère. Et là, je vais apporter un certain nombre d'éclaircissements. Avant le 8, nous avons tenu une assemblée générale le 7. Et ce que j'ai eu à dire à la communauté, c'est que si la majorité l'emporte, puisque nous étions dans une coordination nationale, je vous l'ai dit tout à l'heure, avant la rencontre du 8, certains représentants des autres universités avaient cherché à constituer un lobby. Donc nous savions qu'il pourrait arriver que la majorité puisse l'emporter et qu'on signe le protocole. Parce qu'il y avait des changements. Parce qu'il ne faudrait pas réduire notre combat sur les droits d'inscription. Il y a un certain nombre de choses qui avaient été prévues en ce qui concerne la question des bourses. Et le ministre est largement revenu sur ces questions. Il y a la police universitaire qui devait être installée. Et aujourd'hui, il y a une commission ad hoc qui doit être mise en place et les représentants vont siéger pour définir les modalités de l'installation de cette police universitaire. Avant de partir le 7, je me souviens très bien, j'ai dit à l'Assemblée générale que si la majorité l'emporte, nous allons nous conformer à la décision de cette majorité. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes contre la signature d'un protocole d'accord où nos revendications n'allaient pas être satisfaites. Lorsque nous sommes allés à Dakar, il nous a été beaucoup plus facile de signer le 8, puisque nous avions préparé la communauté à une signature. Mais notre position, c'était de ne pas signer. Je vous l'ai dit, lorsqu'on a discuté, c'est moi-même qui ai envoyé des textos aux différents délégués des universités pour une concertation. La majorité l'avait emporté pour une concertation, alors que moi j'étais contre la concertation. Je voulais qu'on dise au ministre que nous n'allons pas signer. J'ai respecté la décision de la majorité, nous nous sommes concertés, et après la concertation, la majorité avait décidé à ce qu'on signe. L'UCAD n'avait pas une position. L'UGB était contre. Thiès était pour la signature, Bambey pour la signature et Ziguinchor pour la signature. Lorsqu'on a pris ces décisions, nous y avions adjoint d'autres décisions. Donc c'est le non-respect de ces décisions-là qui a justifié le pourquoi nous avons quitté la coordination nationale. Il nous a été beaucoup plus facile de signer le même jour et puis de revenir dire à la communauté que c'est la majorité qui l'a emporté. Mais nous sommes restés en phase par rapport à notre position d'antan. Si vous vous rappelez bien, avant de signer, j'ai eu à dire, j'ai fustigé le comportement des différents délégués de Thiès, Bambey et Ziguinchor. Je les ai nommés. Ils étaient à ma gauche. J'étais avec le ministre, ils ont signé avant moi, ils étaient à ma gauche et je les ai nommés pour dire qu'ils ont trahi les décisions de la coordination nationale. Donc vous vous rendez compte des décisions dont je vous parle. J'ai également attaqué les parents d'élèves et étudiants par rapport à leur comportement parce qu'ils ont toujours cautionné la position du ministre. Avant de dire que nous n'allions pas signer, j'ai dit que la coordination des étudiants de Saint-Louis démissionne de la coordination nationale. Pour donc justifier le fait que toutes les décisions de la coordination nationale ne nous engageaient plus. Donc si la coordination nationale a eu à dire au ministre que nous allions revenir pour signer, ça n'engage plus Saint-Louis puisque Saint-Louis a quitté la coordination nationale. Vous comprenez en partie ce que je veux dire. Mais également, il faut faire la dichotomie entre deux choses. Le président de séance est le porte-parole de la coordination nationale. Étant président de séance, même en tant que citoyen lambda, tu peux avoir une position qui t'est personnelle. Mais quand tu intègres un groupe, il peut arriver que le groupe puisse prendre une décision qui soit à l'encontre de tes principes. Et étant le porte-parole de ce groupe, tu es tenu de donner la position de ce groupe, même si c'est à l'encontre de ce que tu crois. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est ce qui justifie le fait que certains n'ont pas compris que je parlais au nom de la coordination nationale. Mais en parlant au nom de la coordination nationale, naturellement, tu vas donner un exemple pour dire que nous allons repartir pour convaincre les étudiants et revenir pour signer. Ça, c'est moi qui l'ai dit et je l'assume entièrement. Si également j'avais fait un double discours, si j'avais donné des garanties au ministre, est-ce que j'aurais eu le cran de me représenter devant lui et de dire que nous n'allions pas signer, lui qui s'attendait à une victoire, lui qui a convoqué toute la presse pour qu'il puisse filmer et médiatiser la signature de ce protocole, dire au ministre que nous n'allons pas signer. Jusqu'à présent, les accusations que j'ai portées à l'encontre des délégués des autres universités pour dire qu'ils ont trahi les décisions de la coordination nationale n'ont pas été démenties. Vous voyez. Donc, il y a également
une expression qui a eu à gêner toute la communauté. C'est quand on parle, personne ne bronche. Les gens n'ont pas compris en réalité. En disant que quand on parle, personne ne bronche, on ne parlait pas du fait que la communauté a peur de ses représentants ou bien ces genres de choses. Mais nous savions que contrairement aux autres, nous sommes toujours en phase avec la communauté. Et c'est nous qui avions dit à la communauté que si la majorité l'emporte, nous allons signer. Donc nous savons que si nous revenions pour dire à la communauté, nous allons signer puisque la majorité l'a emporté, mais il n'y aurait pas eu de problème. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit. Mais également, il y a un autre point. À part Dakar, les autres universités n'ont pas l'habitude de tenir l'Assemblée générale. Donc ils ne rendent pas compte, contrairement à nous. Donc nous, inéluctablement, nous devions revenir vers la communauté. Et c'est un respect même à l'endroit de la communauté que de dire au ministre que nous allons retourner voir la base, puisqu'on pouvait signer et revenir, mettre la communauté devant le fait accompli. Mais on ne l'a pas fait. On a demandé au ministre de nous laisser revenir pour convaincre les étudiants. En parlant maintenant de cette expression, quand on parle de personne de bronche, ce n'était pas pour frustrer ou pour manquer de respect à la communauté, mais c'était tout simplement pour montrer aux autorités qui étaient là-bas que nous étions toujours en phase avec notre communauté. Donc vous estimez que c'est une incompréhension? C'est une incompréhension, mais également ça pourrait sembler être une erreur de communication. Je suis un être humain et l'erreur est humaine. Donc je peux dire une chose et commettre une erreur ipso facto. Cela ne veut pas dire que je suis animé de mauvaise foi, puisque, je vous l'ai dit, si vous partez au niveau du ministère de l'Enseignement, vous pouvez lui demander quels sont les représentants qui ont été les plus réfractaires par rapport à ces réformes. Il vous répondra. Et jusqu'au moment où je vous parle, par rapport à l'application de toutes les décisions, il ne passe pas par les autres universités, alors que nous avons quitté la coordination nationale. S'il ne s'agissait que de privilèges, il y a un représentant de l'UCAD qui n'a pas été médiatisé, qui n'a subi aucune pression, qui n'a vu aucun risque. Et pourtant, il est actuellement en France, il continue ses études. S'il ne s'agissait que de privilèges, il nous a été beaucoup plus facile de passer par des tunnels pour cela. On a rencontré combien d'autorités? Vous voyez, donc, il y a de ces choses, si vous allez même demander au ministre de l'Enseignement supérieur, je vous le dis, parce que je sais que ça ne sera jamais démenti, vous saurez que les plus réfractaires, c'est la coordination des étudiants de Saint-Louis. Avant même de dire que nous n'allions pas signer, le recteur de l'université, il m'a personnellement appelé pour me dire qu'il voulait me rencontrer le jour même où on voulait ne pas signer. Lorsqu'il m'a appelé, c'est son chef de protocole qui est venu me voir et il a utilisé un jargon assez particulier parce que ce qu'il m'a dit, c'est Thierry Henry Kaïou Lizarazu. Moi j'ai compris l'expression, mais ceux qui étaient autour de moi, ils ne comprenaient pas. Il est parti, le recteur m'a appelé pour que je puisse le rejoindre dans un bureau au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Je ne suis pas parti. Automatiquement, je suis entré dans la salle parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'amalgame. Lorsque je suis entré dans la salle, il m'a appelé à 3 reprises. Je lui ai dit que la mise en place est déjà terminée. Les journalistes se sont installés. Je ne suis plus dans la disposition de sortir de cette salle. Il m'a demandé, si ce n'est que ça, je vais vous envoyer des hommes pour qu'ils puissent venir vous chercher. J'ai refusé de sortir. Maintenant, lorsqu'il a insisté, mais étant également convaincu d'une chose, c'est-à-dire quand on prend des décisions, ce n'est pas à une autorité de nous faire changer de position. Donc il n'y a pas lieu de fuir le débat. Donc j'ai dit aux autres camarades et j'ai dit au recteur qu'il était hors de question qu'il me reçoive seul. S'il veut recevoir la coordination des étudiants de Saint-Louis, il n'a qu'à recevoir toute la coordination. Donc je pouvais partir sans en informer les camarades, s'il y avait une démarche nébuleuse. J'ai informé les camarades et nous sommes partis voir le recteur. Nous avons même utilisé un moyen peu orthodoxe, puisque je leur ai dit avant de rentrer dans la salle qu'il fallait enregistrer ce qu'il allait dire. Et nous l'avons effectivement fait. Nous avons enregistré tout ce qu'il nous a dit. Il nous a expliqué un certain nombre de choses, mais nous lui avons dit que nous n'allons pas donner notre position, que ça soit signé ou pas, nous n'allons pas vous donner notre position, nous allons la donner au ministre de l'Enseignement supérieur. Nous allons réserver l'exclusivité aux médias qui étaient présents. Merci. Justement, sur ce point-là que vous rentrez en scène, avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir totalement démissionné? Parce que ça me paraît un peu paradoxal que vous acceptiez de parler au nom de tout le monde d'une chose dont vous n'êtes pas convaincu et après revenir sortir après. Pensez-vous pas que vous avez, dans votre combat, vous êtes sorti de la coordination nationale au niveau de l'État? Moi je pense que dans la vie, il n'y a presque pas de temps pour les regrets. À un moment donné, il faut le dire, il y a eu cette rupture par rapport à la coordination nationale, mais quoi qu'on puisse dire, la coordination nationale a pu servir à l'étudiant. Si le ministre est revenu sur un certain nombre de questions concernant les bourses,
Ce n'est pas parce qu'une telle université s'est battue pour ça, mais c'est parce qu'il y avait la coordination nationale. Et c'est cette coordination nationale qui faisait la force de la communauté estudiantine du Sénégal. Donc en partie, la coordination nationale a beaucoup servi, en réalité, a beaucoup servi aux étudiants du Sénégal. Donc, même par rapport à l'installation de la police universitaire et par rapport à un certain nombre de décisions. Puisque s'il n'y avait pas de coordination nationale, le ministre pouvait récupérer des délégués des autres universités et faire passer ces réformes. Parce que si les autres avaient signé beaucoup plus tôt, donc même les quelques points sur lesquels le ministre est revenu concernant les droits d'inscription, il n'allait peut-être pas les faire pour Saint-Louis uniquement. Donc la coordination nationale avait servi à la communauté du Sénégal. Mais également, dans toute relation, la rupture est peut-être inéluctable. Un jour, il y a une rupture, mais ce n'est pas par rapport à la rupture qu'il faut tout regretter. Donc nous avons cheminé ensemble, on a eu à gagner des combats ensemble. À un moment donné, on ne partageait plus les mêmes convictions et on s'est quittés. Donc c'est... Mais justement, si vous avez eu après des problèmes avec la communauté à Saint-Louis, c'est justement parce que vous avez parlé au nom de la coordination nationale pour dire que nous n'avons rien inscrit dans ce protocole. Nous avons convaincu de revenir. C'est justement ce discours-là qui a eu du mal à être compris. Justement, au moment où vous avez senti que vos camarades et les délégués ont commencé à laisser passer le bien, pourquoi nous sortir et repartir à Saint-Louis pour montrer que les autres ont trahi, mais nous restons dans notre conduite? Est-ce que c'est par là où l'erreur a commencé? Ce que vous avez dit, c'est ce que nous avons fait en réalité. Lorsque j'ai parlé, ça dit ces mots, ça précède la violation des décisions dont j'ai parlé. Donc je l'ai dit, après ils ont violé un certain nombre de décisions et nous avons quitté la rencontre du 8. Donc avant même de revenir le 10 pour la signature, les gens savaient que la coordination nationale n'avait plus la même entente. Et d'ailleurs, ce qu'il explique, c'est qu'avant même de dire que nous n'allions pas signer et que nous allions démissionner de la coordination nationale, on n'a même pas tenu de rencontre d'harmonisation amicale, comme on le faisait auparavant. On ne s'est même pas vu avant la signature. On s'est juste croisés, chacun a salué l'autre, mais on n'a même pas essayé de discuter. Donc chaque université savait en réalité qu'il y avait des problèmes. Et ça, on l'avait manifesté bien avant de quitter. Donc l'incompréhension maintenant qui est survenue de cette vidéo, je vous l'ai expliqué, c'est parfaitement normal. Personnellement, moi je n'ai rien à me reprocher, parce que si je me rends compte d'une chose, c'est-à-dire dans la coordination nationale, il n'y a pas une seule personne qui ait pris plus de risques que moi. Il n'y a pas une seule personne qui s'est exposée plus que moi, par rapport à tout, hein, des moyens orthodoxes et tout, puisque c'est moi qui coordonnais les rencontres et tout. Donc, ces personnes, quelle que soit leur position, moi, ça me laisse de marbre, ça ne m'ébranle pas. Ce qui est important pour une personne, c'est d'être quitte avec sa conscience. J'ai rempli une mission par rapport à la communauté et je pense que je suis en phase avec la communauté estudiantine des étudiants de Saint-Louis. Le pourquoi nous avons signé, nous l'avons expliqué. Il nous a été beaucoup plus facile de signer avant. Le fait de venir dire que je ne vais pas signer, avec toutes les pressions qui sont venues après, le fait de venir signer avec des brassards rouges, c'est assez éloquent pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, rien ne nous a poussé à signer si ce n'est que défendre l'intérêt de la communauté. La fermeture, d'aucuns en avaient douté, mais lorsque nous sommes partis, puisque avant d'aller signer, nous avions tenu une réunion jusqu'à 19h. Et là, ce qui a été résolu, c'est que nous n'allons pas signer. Lorsqu'on a pris cette décision, on a reçu la confirmation de la fermeture. En tant que représentant, les délégués devaient quitter à midi. On a reçu la confirmation et on a tenu une réunion d'urgence. Mais figurez-vous qu'étant représentant, l'étudiant lambda, peut-être qu'il n'a pas la possibilité de côtoyer les étudiants qui n'ont pas de quoi s'acheter un ticket. Mais nous qui avons cette possibilité de rencontrer tous les étudiants, tu vois des étudiants qui n'ont même pas de quoi se payer des tickets. Chaque jour, tu envoies des gens qui se présentent devant toi. Mais comment pourras-tu imaginer le fait de fermer le campus et d'exposer ces étudiants-là au niveau de la nationale? Où vont-ils partir? Avec quels moyens vont-ils quitter le campus? Certains avaient voulu dire que voilà, c'est juste des menaces ou bien ce sont les représentants qui l'ont créé. Mais avant de signer le protocole, lorsqu'on a arboré ces banderoles rouges, je l'ai dit devant le ministre. J'ai dit que nous signons parce que tout simplement nous signons le protocole de la honte et de la trahison parce que nous avons honte d'appartenir à un État et de travailler avec des autorités qui jouent au chantage pour pousser d'honnêtes citoyens à signer un protocole d'accord. Donc, je lui ai dit que nous signons pas parce que nous signons, non pas parce que nous sommes convaincus par ce document, mais nous signons pour préserver les intérêts de notre communauté. Après cela, nous avions été invités à une émission. Après cette émission, il y a eu une bagarre entre nous
et un étudiant de l'UCAD, et la population de la Médina s'est mêlée de cela, et ils ont caillassé notre voiture. Donc on a été à la DIC. Et c'est à la DIC que nous avions vu que, en réalité, toutes les dispositions étaient mises en place pour la fermeture de l'université. Étant responsable, ce qui est important, c'est de prendre des décisions majeures. Quelles que soient les conséquences après, c'est d'avoir l'esprit tranquille et de savoir que tu as rempli ta mission. Tu n'as pas failli à ta mission dans la mesure où tu as pris tous les risques que tu devais prendre. Tu t'es confronté à toutes les situations et tu as toujours su tenir tête à l'autorité devant toutes les circonstances. Donc, par rapport à cela, moi je pense que c'est ce qui est important dans ce cas de figure.